Dimanche 24 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérifla Télévision. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité dominicale. Lancement officiel le vendredi dernier du programme de soutien scolaire destiné aux candidats au baccalauréat. C'était dans la salle de l'indépendance du lycée technique de Bamako. L'initiative est portée par l'université privée Ahmed Baba sous le leadership de son président en partenariat avec l'association pour l'éducation nationale NET. La cérémonie a rassemblé plusieurs responsables du monde éducatif et des enseignants. Voyons le reportage de Madi Hawakebe avec Samba Traoré pour Chérifla TV. À quelques semaines des épreuves du baccalauréat session de juin 2026, l'université privée Ahmed Baba et son partenaire, l'association pour l'éducation nationale NET, ont lancé un programme spécial dénommé Soutien scolaire en faveur des candidats. Organisé dans l'emblématique stade de l'indépendance du lycée technique de Bamako, cette initiative prévoit plusieurs activités, notamment des séances de soutien pédagogique, des conférences sur la gestion du stress en période d'examen, ainsi que des conseils pratiques pour une meilleure préparation des élèves. Selon les organisateurs, ce programme vise à accompagner efficacement les candidats afin d'améliorer les performances intellectuelles lors des épreuves du baccalauréat malien. L'association pour l'éducation nationale relance aujourd'hui, en partenariat avec l'université privée Ahmed Baba, le programme de soutien scolaire pour les candidats au baccalauréat malien. Depuis sa création en l'an 2000, notre association œuvre pour une éducation inclusive et de qualité. Nous avons accompagné des milliers d'élèves dans leur parcours scolaire tout en étant convaincus que chaque jeune mérite une chance égale de réussir. Le constat est clair. Le taux de réussite au baccalauréat malien reste préoccupant, autour de 30%, disait le modérateur. Et cette réalité interpelle chacun de nous. C'est pourquoi l'Association pour l'éducation nationale, fidèle à sa mission d'appui à l'État malien, s'engage à agir concrètement pour inverser cette tendance. Ce programme mobilisera 120 enseignants confirmés répartis dans 4 centres de Bamako pour accompagner un total de 1000 élèves, dont 45% de jeunes filles. Il ne s'agit pas seulement de dispenser des cours, il s'agit de redonner confiance, de raviver l'espoir et de créer un environnement propice à la réussite. En partenariat avec l'UPAB, nous avons intégré une dimension essentielle. Il s'agit de la gestion du stress en salle d'examen. L'université privée Ahmed Baba est honorée de s'associer à l'association pour l'éducation nationale dans cette initiative qui incarne notre slogan, à savoir notre métier est de vous accompagner vers la réussite. Depuis sa création en 2012, l'université privée Ahmed Baba s'est donnée pour mission former des leaders compétents, capables de relever les défis du développement. Nous croyons que la réussite ne dépend pas seulement du savoir, mais aussi également de la confiance en soi. Nous voulons aider les candidats à aborder leur examen avec sérénité. L'UPAB, l'université privée Ahmed Baba, restera à vos côtés. Très satisfaits, les candidats et leurs formateurs au baccalauréat ont également exprimé leur reconnaissance aux responsables de l'université privée Ahmed Baba et à leurs partenaires. Pour moi, nous avons eu à comprendre que le stress n'est pas un facteur qu'on doit adopter pour l'examen du bac. Et l'examen du bac, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, mais c'est juste une épreuve qu'on doit passer. Nous avons quand même un sentiment de joie et un sentiment d'espoir, puisque si une association ou un partenaire comme l'université Ahmed Baba vient à dans ce moment crucial pour qu'on puisse mettre des efforts ensemble pour aider les élèves et à surmonter vraiment les stress, c'est une bonne chose, c'est à saluer. Ce que je demande à tous les candidats, ils doivent être confiants. Et moi je suis confiant aussi que les élèves ils vont quand même surmonter les défis. Le représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a salué cette initiative importante dont l'objectif permettra d'assurer l'avenir de la jeunesse malienne avant d'inviter les élèves à fréquenter davantage la Bibliothèque nationale. Je voudrais remercier les organisateurs pour l'initiative. Nous sommes dans une phase de transition et nous sommes actuellement dans un pays qui a fortement besoin de l'excellence, qui a fortement besoin des compétences. Et cette initiative va dans ce sens-là, appuyer les élèves afin qu'ils soient compétents, afin qu'ils soient performants et qu'ils réussissent à l'examen. Ensuite, je voudrais attirer l'attention des élèves sur ce que nous avons à la Bibliothèque nationale. Parce que nous avons les ressources documentaires
qui peuvent être exploités par les élèves afin de préparer l'examen. Nous avons une médiathèque créée spécialement pour le niveau lycée. Et nous avons plus de 6000 documents dans cet espace. À la Bibliothèque nationale, ce qui fait qu'actuellement, nous avons 22 500 documents à la disposition de tous les lecteurs. Même appréciation du représentant du ministre de l'Éducation nationale, lequel a félicité les initiateurs pour leur engagement en faveur de la réussite scolaire. Et depuis un certain nombre d'années, ce programme existe et il contribue à relever le niveau des candidats au bac. Et vous avez associé cette année des séances de conférences pour briser ou chasser le stress chez les jeunes. Belle initiative aussi à saluer. Et je voudrais vous féliciter pour toute cette initiative et dire toute la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale que je représente ici. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Votre partenaire principal qui est bien sûr l'Université Ahmed Baba qui vous accompagne dans cette initiative. À travers ce programme, les initiateurs ambitionnent d'accompagner au moins 1000 élèves dans leur préparation aux examens de fin d'année au Mali. À quelques jours de la fête de Tabaski, les responsables de l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali pour les foires ont organisé une foire de Tabaski au stade du 26 mars de Yirimadio. L'initiative s'étend jusqu'au 31 mai prochain et vise à rapprocher les commerçants de la population pour faciliter l'accès aux produits et articles destinés à la fête de Tabaski. Le compte rendu avec Mamadou Benchir Soumanou. À travers cette foire de Tabaski, les organisateurs souhaitent faciliter les achats des habitants de Bamako en mettant à leur disposition une large gamme de marchandises dans un cadre accessible et convivial. Les visiteurs peuvent y trouver divers articles et produits nécessaires pour la fête, tout en profitant d'activités culturelles et récréatives, notamment des concerts et des espaces de divertissement pour enfants. L'objectif de cette foire Tabaski, foire Selbadoko, c'est d'offrir un marché local à la population bamakoise à l'approche de la fête de Tabaski. Oui, l'appel à lancer est que nous invitons vivement la population parce que tout ce qu'on doit trouver dans les grands marchés se retrouve ici. Et l'exception, la particularité est que nous avons même les bétails à notre portée ici, donc à la disposition des visiteurs. La foire a commencé le 15 mai et ça continue jusqu'au 31 mai. Nous avons trois catégories de stands ici. Nous avons les stands ordinaires qui coûtent 75 000 francs, les tapis rouges, c'est-à-dire les couleurs principales qui coûtent 150 000 francs. Et nous avons des restaurants qui coûtent 100 000 francs. On appelle seulement à la population. Donc, comme la foire, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de prise de contact. Les exposants se réjouissent de l'organisation de cette foire. Selon eux, chacun y trouve son compte grâce à l'affluence et aux opportunités de vente offertes par l'événement. Ils ont également profité de l'occasion pour inviter la population malienne à venir massivement effectuer ces achats. L'initiative est d'abord à saluer parce qu'en réalité, nous venons avec des choses que nous-mêmes nous avons produites. C'est 100% naturel. Et c'est à travers une initiative de Dr Ousmane Diarra, actuellement président de tous les thérapeutes du Mali, c'est-à-dire la FEMAT. Les tradithérapeutes, ils sont tous pratiquants. L'initiative est à saluer d'abord dans un premier temps, c'est ce que j'ai eu à dire. Et ça nous permet d'être connus à travers le monde. Et nous proposons... Je ne suis pas le seul, tous ceux qui sont là, chacun tire profit. On ne vient pas seulement pour vendre, mais on se vend à travers le monde. Donc, j'encourage cette initiative et nous allons prendre part à tout ce que ceux-ci vont organiser parce que en réalité c'est très intéressant.
Ok, aujourd'hui nous avons amené des produits immobiliers. Comme vous pouvez les constater déjà, on a des tables, des tapis, on a tout ce qui est immobilier. Voilà, je représente Dallas Store. On est grossiste sur tous les produits qui viennent des États-Unis. Bien sûr, il y a de la vente. Même tout de suite, on vient de vendre au moins 6 tapis, déjà des moquettes. Donc ça se passe bien quand même pour nous. Et bien sûr, la foire c'est pour la population, surtout pour les femmes. Il y a les trucs des enfants, c'est tout. La fête n'est plus déjà loin, juste à quelques jours. Donc on les invite vraiment à venir visiter. Même s'ils n'ont pas d'argent, qu'ils viennent nous visiter, ça fait déjà plaisir. En conclusion, qu'ils viennent en nombre et acheter. Voilà, merci. Rappelons que cette foire de Tabaski, organisée par l'UACMF, se poursuivra jusqu'au 31 mai 2026 au stade du 26 mars de Yirmadio. Restons dans les mêmes registres de l'avant-fête de Tabaski, mais cette fois-ci sur un aspect sécuritaire. Il est fréquent que lors des fêtes de Tabaski, sinon, les accidents sont le plus souvent fréquents sur les accidents de la circulation routière. Pour contribuer à la réduction de ces accidents, une équipe de shérif la télé a fait le tour et a tendu son micro à certains acteurs de la sécurité routière. On fait le compte rendu avec Mamadou Ben Chérif Soumanou. Les périodes de fête sont des moments où la circulation devient particulièrement dense, avec la présence de différentes catégories d'usagers. Conducteurs occasionnels, conducteurs en état d'ivresse, jeunes conducteurs, sans oublier les nombreux enfants présents au bord des routes. Autant de facteurs qui augmentent considérablement les risques d'accident. Nous donnons bonjour à tous les téléspectateurs et à vous les animateurs et les caméramans également. Ce qui concerne l'approche de la fête, notre inquiétude commence dès qu'on parle de la fête. Notre inquiétude commence parce que ces 3 jours de la fête, comme on le dit souvent, c'est un calvaire pour nous les acteurs de la circulation routière. On s'inquiète beaucoup parce que souvent il y a beaucoup plus d'accidents pour ces 3 jours qu'une seule période donnée de l'année. Donc on demande aux usagers, les parents, de faire attention, de ne pas laisser seuls les enfants sortir souvent sans accompagnateur, ou souvent même s'ils sortent sans accompagnateur, de les tranquilliser, de les calmer, de les parler pour qu'ils fassent beaucoup attention parce que ces 2 jours, on voit qu'il y a tellement d'affluence que la circulation est vraiment mélangée et cela ne veut pas dire de violer les règles de la circulation. Nous saisissons également l'opportunité pour lancer un appel à l'approche de la fête qui est également une période de grande mobilité et qui coïncide également à l'aube de l'hivernage, pour dire aux usagers de la route d'être prudents sur la route. En 2025, la route a malheureusement fait beaucoup de victimes dans notre pays. Nous avons perdu 648 Maliens du fait des accidents de la circulation routière. Et sur les 648 tués, malheureusement, 80% ont la tranche d'âge comprise entre 16 et 40 ans. Donc c'est la population active de notre pays qui paie le plus grand lourd tribut de ces accidents de la circulation routière-là. Nos intervenants ont lancé un appel puissant à tous les usagers de la route. Ils invitent notamment les conducteurs à réduire leur vitesse, rappelant que l'excès de vitesse aggrave souvent les conséquences des accidents. Ils exhortent également les conducteurs d'engins à 2 roues à porter systématiquement le casque, les piétons à utiliser les passages protégés avant de traverser, les parents à veiller à accompagner des enfants par des adultes. Enfin, il insiste sur le respect strict des règles du code de la route afin de réduire significativement le nombre d'accidents. Cela ne veut pas dire non plus, cela ne veut pas dire aussi de ne pas respecter les règles de la circulation. C'est certes une journée de fête, les 2 jours de fête, les 3 jours de fête, qu'on les fasse dans le plus grand bonheur et respect des règles de la circulation et pour que nous trouvions tous la sérénité et que nous rentrons en famille comme nous sommes sortis ensemble. Et nous demandons aux usagers, comme on le dit très souvent, d'être calmes et sereins, éviter les précipitations et surtout, le manque de respect mutuel entre les usagers. Bien sûr, les policiers
Mais on constate que les jours de la fête, on voit des nombres de policiers plus élevés que d'ordinaire. Sinon, on multiplie, parce que les gens sortent en masse. Donc, il n'est pas trop facile de canaliser toute cette masse qui sort ensemble à la fois et à la même heure et dans toutes les rues. Donc, il faut faire beaucoup attention, quel que soit le nombre de policiers. Et malheureusement, ces accidents se passent également dans le milieu urbain. Qui dit fête, dit forte mobilité des enfants au milieu urbain, dont nous appelons les usagers de la route à faire preuve de prudence, de tolérance et de courtoisie, parce que c'est les enfants qui sont sur la route le jour de la fête de Tabaski. Dans les grandes villes, nous savons que les limites de vitesse autorisées sont de 50 km/h, voire de 30 km/h dans certains endroits. Mais nous disons aux usagers de la route de réduire davantage la vitesse, de respecter les règles élémentaires de la circulation routière. Aux conducteurs d'engins à deux roues de porter leur casque de protection. À ceux qui font des voyages à l'interurbain, d'attacher leur ceinture de sécurité, d'être vigilants, d'être prudents pour que nous puissions faire la fête de Tabaski sans accident de la circulation routière. Et nous souhaitons de tous nos vœux que nos vaillantes forces de défense et de sécurité puissent gagner cette bataille qui nous a été imposée. Nous les souhaitons une victoire éclatante, comme celle qui a été remportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr. Aux membres du gouvernement, au président de la transition chef de l'État, au ministre des Transports et des Infrastructures qui ne ménage aucun effort pour renforcer la libre circulation des personnes et des biens et pour renforcer la sécurité routière. Le respect du code de la route est une obligation pour tous les usagers. Le non-respect de ces règles met en danger votre vie ainsi que celle des autres et vous expose à de lourdes sanctions. Dans le cadre de sa tournée du Maouloud de Nabawi, sur invitation des Ansars de la sous-région pour un islam de paix, le fils du guide spirituel des Ansars, Saïd Badra Ali Ousmane Haidara, pour clore l'étape du Bénin, a dirigé une cérémonie de bénédiction du Maouloud le jeudi 21 mai au quartier Zonko de Cotonou. L'événement a enregistré la présence des membres Ansars et sympathisants ainsi que la communauté malienne établie dans le pays. Les responsables de la diaspora malienne du pays se sont réjouis de la venue du fils du guide spirituel des Ansars et sollicité ses bénédictions. Quant aux responsables du pays, Ansar du pays, ils ont salué l'engagement de Badra Ali Haidara avant demander ses prières et ses bénédictions. La séance de bénédiction collective a mis fin à cette soirée de prêche. Je propose d'écouter les impressions de Saïd Badra Ali Haidara au micro de Baba Keita, l'envoyé spécial de Shirfla TV. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous demandons auprès du Seigneur le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qu'il nous accorde son salut, sa paix sur notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. Et sur ce, nous tiendrons à remercier tout le monde, tous ceux qui nous suivent à cet instant précis, à l'occasion de tournées organisées par l'association Ansardine International, commencé par l'association Ansardine du Nigeria, ainsi que l'association Ansardine du Bénin, dont nous trouvons actuellement. Et on les remercie infiniment. Et cette tournée a débuté du 14 du mois de mai, alors 2026. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture de cette tournée, je dirais, du Bénin. Alors, nous sommes très comblés, très joyeux, car la mission fut succès, fut être vraiment une mission vraiment de succès et vraiment de beaucoup de réussite. Et à cette occasion, nous sommes venus au Bénin, je crois que c'était du 18, du 19, 5e mois 2026. Et aujourd'hui, cette mission à l'interne du Bénin a pris fin à la date du 22, le 5e mois 2026.
Nous n'avons seulement qu'à remercier le bon Dieu et aussi partager notre gratitude et notre sincère reconnaissance à l'égard du peuple du Bénin et plus particulièrement la communauté musulmane du Bénin, la communauté chrétienne qui nous ont tous accueillis avec leurs bras ouverts et aussi la communauté malienne, c'est-à-dire les ressortissants maliens qui sont à Bénin. Alors plus précisément à Cotonou, on les remercie infiniment pour leur accompagnement et voilà pour leur dévouement et patriotisme qu'ils nous ont prouvé. Cette mission n'a d'autre objectif que de faire la promotion de l'islam de façon authentique, de façon moderne. C'est-à-dire, nous sommes venus au Bénin pour pouvoir propager en fait l'islam authentique de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'islam qui est basé sur la paix, la coexistence pacifique, l'amour entre les prochains, envers les prochains, l'amour entre les musulmans. Et sur ce, nous avons été vraiment bien accueillis par les musulmans du Bénin. Et les prêches ont eu lieu. Ça fut vraiment de succès car il y a eu pas mal des hommes et femmes alors, qui ont prêté le serment d'allégeance à adhérer à l'islam. Donc nous remercions Allah pour ça. Et la célébration du Mawlud al-Nabawi qui a été la cause majeure de notre venir sur la terre béninoise, vraiment a pu passer de façon succès et de façon réussite. Nous n'avons qu'à implorer le bon Dieu qu'il nous accorde encore de longévité et de santé et à continuer, c'est-à-dire d'œuvrer pour sa cause qui n'est d'autre que la religion de paix et de l'amour et voilà de coexistence pacifique, de comportement basé sur les valeurs du bon comportement. Vraiment, nous tiendrons réellement à remercier les membres de l'association Ansardine, sans oublier aussi les sympathisants qui nous ont accueillis et qui nous ont accompagnés à l'occasion de cette tournée dédiée à la naissance de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et prier pour les pays que nous avons visités et prier aussi pour notre patrie qui est le Mali, que la paix puisse revenir dans le Mali et dans la sous-région et dans tout le monde entier. Vraiment, je remercie l'association Ansardine, je remercie les sympathisants, je remercie les contribuables, tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette mission organisée par l'association Ansardine Internationale. On les remercie infiniment. Que Dieu nous garde en bonne santé, en longévité. Et la cause particulière de tout ce que nous avons en train de mener n'est d'autre que notre cher père Assid Chérif Ousmane Madana Aïdara. Donc nous n'oublierons jamais de prier pour lui, que Dieu puisse encore le garder auprès de nous et qu'il lui accorde encore beaucoup de longévité et beaucoup de santé. Avant le départ pour Mina, l'une des étapes les plus cruciales du pèlerinage, la direction générale de la maison du Hajj du Mali a organisé une lecture collective du Saint-Coran afin d'implorer la grâce divine pour le retour de la stabilité au Mali dans la sainte ville de Mecca, comme cela avait été le cas à Médine. La cérémonie de prière et de recueillement s'est déroulée le jeudi 21 mai dans la résidence des pèlerins de la filière gouvernementale. Nos envoyés spéciaux Kafne Batiri et Fousseni Keita. Les responsables maliens de la filière gouvernementale pour l'organisation du Hajj, les délégués ainsi que les pèlerins maliens, tous se sont mobilisés pour une lecture collective du Saint-Coran à l'intention du Mali à Maka. Initiée par la maison du Hajj du Mali, cette lecture coranique est sollicitée par les plus hautes autorités du Mali afin d'organiser des séances de prière en faveur du retour de la paix et de la stabilité dans notre cher pays à chaque étape du Hajj, notamment à Médine, à Maka, Arafat, Mina et Muzdalifa. Aujourd'hui, on s'est réunis à notre hôtel avec l'ensemble de nos pèlerins et des délégués pour prier
pour le retour de la paix et de la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Et c'est ce qui est demandé depuis qu'on quitté le Mali. Les autorités nous ont demandé à chaque fois qu'on se retrouve, que ce soit à Médine, à la Mecque, à Mina, à Arafat, Mozdalifa. La particularité, Médine, c'est la Terre Sainte, et la Mecque aussi c'est la Terre Sainte. Et quand on va se retrouver aussi à Mina, Arafat, Mozdalifa, c'est le lieu du Hajj. Et là aussi c'est vraiment une Terre Sainte. C'est là où le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala accepte les prières des fidèles. Donc c'est pour cela que vraiment on profite de cette occasion de penser au pays, de prier pour le pays, pour le retour de la paix, de la stabilité et la tranquillité au Mali. Et que vraiment le Mali dépasse ces problèmes dans lesquels on est en train de vivre aujourd'hui. Les prières ont porté sur ce qui est demandé, la lecture de l'Anchar Coran et de la El Khairat. Donc vous connaissez très bien que vraiment c'est c'est pas mieux que ça c'est la parole du bon Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel si on adore, on demande, on prie avec ça, les prières sont exaucées et les prières sont exaucées et acceptées. Et c'est pour cela que vraiment on a fait la lecture de l'ancien Coran et de la Khairat beaucoup de fois ensemble ici avec les délégués et les fidèles musulmans pèlerins candidats au pèlerinage cette année. Vous savez qu'ici à l'hôtel nous sommes environ 2200 pèlerins guides ensemble au même moment. Donc, les ascenseurs, la restauration et puis même la mosquée ensemble, quand on se déplace, c'est difficile, c'est compliqué. Donc on demande à nos fidèles vraiment d'être beaucoup trop patients et surtout aussi quand on va se déplacer pour Mina et pour prendre le bus. Aussi à Arafat la même chose, Mozdalifa la même chose. Patience, surtout la patience. On demande toujours aussi d'être vigilant. Le groupe Chérif La Voyage a été représenté pour la circonstance. Ainsi, son directeur général adjoint appelle les candidats au pèlerinage de respecter les consignes données par les guides pèlerins et les autorités saoudiennes. Peut-être dans 3 jours, nous quittons ici pour aller sur Mina et le lendemain encore pour Arafat. Donc il a conseillé les pèlerins comme il faut. En tout cas, de tolérer, de pardonner, surtout 2000 personnes et quelques dans une étage, c'est pas facile. Des restaurants et de la prière et encore à l'événement à Mina, donc nous sommes proches de nos travaux. Et à la fois aussi, nous sommes proches de la colline Rahma. Donc de rester tout le monde à l'attente. C'est pas qu'on sort vers 13h ou 13h ou 14h, en tant que le soleil est trop. Il a conseillé tous les pèlerins de rester même à l'attente. Même si on veut sortir, il faut attendre l'autre 18h ou bien 17h30 là pour sortir. Et quand on sort encore, il ne faut pas qu'on va oublier. Donc en tout cas, le conseil, ça a été bien fait. Surtout aujourd'hui, c'est un jour de prier pour le Mali. Au cours de la rencontre, le Coran a été lu en entier à maintes reprises, ainsi que le Dalel Khairat. En outre, des prières spécifiques ont été faites pour les commerçants des grands marchés de Bamako incendiés. Le reste de l'actualité en images et en bref commenté par Moussa Fomba. Le Niger et la Chine ont signé lundi plusieurs accords pétroliers après des mois de tiraillement. J'ai présidé ce lundi 18 mai 2026 à Niamey la cérémonie de signature de plusieurs protocoles d'accord dans le secteur pétrolier entre la République du Niger et nos partenaires chinois, a indiqué le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein dans un message posté sur sa page Facebook après la signature des accords, soulignant que cette étape marque une nouvelle dynamique dans le partenariat entre le Niger et la Chine. Il a précisé que ces accords traduisent des avancées majeures pour le Niger, notamment la réduction significative des coûts de transport du pétrole brut à travers le pipeline d'exportation, générant des économies substantielles pour l'État. Il a ajouté que ces accords prévoient également une participation accrue du Niger dans la société WAPCO, ainsi que le rapatriement des revenus issus des exportations pétrolières afin de renforcer notre économie nationale et nos institutions et ouvre la voie à de nouveaux investissements stratégiques, notamment dans les projets pétroliers de Dinga Deep et d'Abolo Yogu, avec pour ambition de porter la production nationale à 145 000 barils par jour à l'horizon 2029.
En 2024, la production a atteint 90 000 barils par jour et le Niger a commencé à exporter du pétrole brut sur le marché international à travers un pipeline d'environ 2000 km construit par la CNPC et reliant Agadem au port béninois de Semekboji. Suite au coup d'État militaire du 26 juillet 2023, les nouvelles autorités nigériennes ont émis des réserves sur certaines clauses des accords pétroliers entre le Niger et la Chine et ont demandé leur révision. Face à la résistance de la partie chinoise, la tension est montée entre les deux parties. En mars 2025, le gouvernement nigérien a même sommé les dirigeants des sociétés chinoises de quitter le territoire nigérien et exigé des mêmes sociétés de mettre fin au contrat de tous les expatriés chinois ayant plus de 4 ans de service au Niger. Le groupe de contact international pour les Grands Lacs, ICG, a exprimé vendredi sa préoccupation face à la poursuite du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par une récente épidémie de maladies à virus Ebola dans le pays. L'ICG regroupe des représentants de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis. Dans une déclaration conjointe, le groupe a estimé que l'épidémie d'Ebola en RDC aggrave une situation humanitaire déjà fragile dans le pays. Le groupe de contact international pour les Grands Lacs appelle toutes les parties au conflit à faciliter les efforts de réponse à l'épidémie d'Ebola. Cette menace souligne l'importance de la coopération régionale pour faire face aux défis communs, indique le texte. La RDC connaît une recrudescence des cas d'Ebola depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai dans la province de l'Ituri, avec une propagation vers le nord Kivu et le sud Kivu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 750 cas suspects et 177 décès suspects ont été recensés, dont 82 cas confirmés et 7 décès confirmés. 2 cas importés impliquant des ressortissants congolais ont également été signalés en Ouganda voisin. Des déclarations contradictoires des États-Unis concernant l'annulation du déploiement prévu de troupes américaines en Pologne ont provoqué un choc politique et psychologique majeur à Varsovie, rapporte Politico, citant un câble diplomatique américain. La réaction émotionnelle dominante est un sentiment de trahison, notamment compte tenu des déclarations publiques répétées du président Trump décrivant la Pologne comme l'allié la plus fiable et le plus engagé des États-Unis en Europe, indique le télégramme signé par l'ambassadeur américain en Pologne, Tom Rose. Selon le journal, le télégramme soulignait l'incohérence des déclarations américaines, à commencer par celle de l'ancien président Joe Biden, devenu partie intégrante du problème naissant. Les déploiements par rotation n'ont jamais eu vocation à constituer des bases permanentes, mais cette réalité n'a jamais été communiquée publiquement de manière cohérente ni efficace, précisait le document. De ce fait, la présence temporaire de troupes a été perçue comme une garantie de sécurité quasi permanente. Le scandale politique qui en découle pourrait accélérer la diffusion de discours anti-américains dans la région et provoquer le rejet des systèmes d'armement américains. Plus tôt, Washington avait annoncé le retrait de 5 000 soldats d'Allemagne sur un contingent de 38 000 hommes et l'annulation du déploiement prévu de 4 000 soldats en Pologne. Par la suite, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington déploierait 5 000 soldats supplémentaires en Pologne. Il a justifié sa décision par la réélection de Karol Nawrocki, président polonais sortant. Auparavant, la Maison-Blanche avait indiqué que les États-Unis pourraient réduire leur présence militaire en Europe. Dans le cadre de pourparlers indirects avec les États-Unis, l'Iran a proposé de suspendre l'enrichissement d'uranium au-delà de 3,6% pendant une période de 10 ans, a rapporté la chaîne de télévision Al-Hadas citant des sources. D'après ces informations, l'Iran a proposé de suspendre l'enrichissement d'uranium au-delà de 36,6% pendant 10 ans. De plus, Téhéran aurait exprimé sa volonté de diluer l'uranium enrichi à plus de 20% sur son territoire. L'Iran a proposé aux États-Unis d'ouvrir le détroit d'Ormuz en échange d'une compensation de la part de Washington, rapporte la chaîne de télévision Al Arabiya citant des sources diplomatiques. Selon ces mêmes sources, l'Iran a transmis 2 propositions au Pakistan qui jouent un rôle de médiateur dans les négociations indirectes avec les États-Unis. Les autorités iraniennes ont également proposé d'aborder la question des sanctions et du gel des avoirs avant la signature de tout accord. Les négociateurs prévoient de finaliser l'accord cadre d'une page entre les États-Unis et l'Iran et de publier dimanche, a écrit le correspondant d'Axios, Barak Ravid, citant ses sources. D'après une source régionale, les négociations progressent bien et les négociateurs espéraient conclure ce dimanche un accord cadre d'une page. Il l'annonçait, a-t-il écrit sur le réseau social. Ensuite, les médiateurs souhaitent entamer des négociations en vue d'un accord détaillé quelques jours plus tard, a indiqué une source régionale au journal Axios.
Un projet de mémorandum bilatéral sur la paix entre les États-Unis et l'Iran prévoit de prolonger le cessez-le-feu de 60 jours, période durant laquelle les pourparlers en vue d'un accord de paix global se poursuivront, a indiqué le portail Axios, citant le document. Durant le cessez-le-feu, la navigation dans le détroit d'Ormuz reprendra et l'Iran pourra vendre librement son pétrole. Ainsi s'achève ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherfla Télévision. Bonsoir.